Microphone, voilà. Bonjour tout le monde. Avec le micro, ça marche mieux, c'est quand même mieux. Bonjour à toutes et à tous. On n'est peut-être pas encore tous arrivés vu le nombre de participants et le nombre d'inscrits. On va peut-être se laisser encore 1 minute ou deux, le temps que les retardataires arrivent et on lancera le webinaire juste après. C'est bon pour nous, il n'y aura plus de mouvement. De toute façon, j'ai dit qu'on se laissait encore 1 minute ou deux, peut-être le temps qu'il y ait les dernières personnes qui se connectent. Mais son et vidéos sont... Ça marche. Okay. Parfait. Et puis après, de toute façon, les autres, s'ils ont raté le début, regarderont. Bon, allez, on va commencer. Du coup, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a plaisir à vous présenter. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Océane Ratsimba. Je te laisse te présenter, Océane. Oui, donc Océane, j'exerce comme psychologue à la mairie d'Annecy qui propose un dispositif pour les habitants en situation de précarité dans un cadre d'un soutien psychologique. Voilà, et donc moi je suis Alexandra Durand, gériatre au DAC 74 et aujourd'hui le thème de notre webinaire c'est comprendre et accompagner le refus chez la personne âgée. Je vais vous faire un partage d'écran. Comme d'habitude, je vous demande la plus grande indulgence. Hop. Et là, on va faire la présentation en plein écran. Et normalement, c'est tout bon. Vous devez avoir notre diapo qui s'est affiché. Bon. Comme toujours, quelques petites consignes techniques pour commencer. Vous pouvez poser des questions pendant tout au long du webinaire, mais vous le faites s'il vous plaît dans la section conversation, sans attendre la fin. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Et en fin de présentation, on prendra les questions les unes après les autres pour les traiter. Si vous avez besoin de lever des mains une fois qu'on sera sur la partie questions-réponses, pensez bien à les rabaisser une fois que vous les avez utilisées, en cliquant une nouvelle fois dessus. Et si jamais vous êtes amené à quitter la vidéo, soit en cours de route, soit en tout cas à la fin du webinaire, pensez bien à quitter effectivement la vidéo pour que ça ne pose pas de problème pour l'enregistrement du replay. Merci beaucoup. Alors, les principaux objectifs de notre webinaire aujourd'hui, d'une part, ça va être de comprendre les mécanismes et le sens du refus chez la personne âgée, qu'elle présente ou qu'elle ne présente pas de troubles neurocognitifs, et puis d'autre part, de travailler avec ce refus. Alors, pour commencer, on a voulu vous faire participer un petit peu, donc on vous propose, et c'est une grande première dans les webinaires du DAC, donc j'espère que ça va marcher correctement. On vous propose de scanner ce QR code avec vos téléphones de l'autre côté de l'écran, et ça va vous permettre d'accéder à une page WooClap pour pouvoir nous dire quelles émotions a pu vous faire vivre une situation de refus que vous avez pu vivre dans un contexte professionnel, hein, bien entendu. Ce QR code, vous ouvrez la page, vous pouvez les écrire, vos émotions, là aussi, au fur et à mesure du webinaire. Et on reviendra dessus à la fin pour voir un petit peu justement avec Océane, qu'est-ce que vous nous avez partagé et essayer et voir si ça nous éveille des réflexions ou des remarques. Alors juste, je vais m'assurer que l'événement il est ouvert. Voilà. Et on est reparti. Alors, je vais vous parler un petit peu définition. Donc, je suis allée voir le refus et puis également le mot aider. Si on commence par le refus, ce que j'ai trouvé, c'est l'action de ne pas accorder ce qui est demandé. Ce qui m'a vraiment intéressée dans cette définition, c'est voir qu'elle concerne non pas une personne, mais au moins deux personnes. C'est-à-dire que déjà, on est dans quelque chose de l'implication d'une dimension relationnelle, puisque dans cette action-là, le demandeur, c'est une autre personne que la personne concernée. Donc, vous allez voir qu'on va s'intéresser beaucoup aussi à cette dimension relationnelle. Concernant le mot aider, alors je vais vous faire une prononciation du latin maison, hein, mais du latin, donc on a adjutare qui veut dire soulager quelqu'un et aussi adjuvare qui veut dire seconder quelqu'un. Ça m'a intéressé d'avoir ces deux sens-là, donc à la fois seconder et soulager, qui peuvent faire écho aux notions
pour seconder d'assistance et pour soulager, d'apporter un secours. On voit que dans l'assistance, on pense à comment est-ce qu'on peut aider une personne à cultiver ses propres ressources, là où dans le secours, ça va nous renvoyer davantage à une question de remplacer, de fournir ce qui manque. Par exemple, à la notion de secours, moi je pense directement à mon garagiste qui souvent m'apporte un grand secours parce qu'il va me remplacer, il va me fournir ou remplacer une pièce défectueuse. Et quand je pensais un petit peu à ces questions de soulager et seconder quelqu'un, alors moi je vais beaucoup vous parler de thérapeutes familiaux. Et donc c'est Philippe Caillet qui est un thérapeute familial. Et qui lui a parlé de deux planètes. Il a parlé de la planète alpha et de la planète bêta, en disant qu'il y a des thérapeutes qui regardent le soin à partir de la planète alpha et des thérapeutes qui regardent le soin à partir de la planète bêta. La planète alpha, c'est la planète de la réparation. C'est la planète de mon garagiste, parfois. Et la planète bêta, ça serait une planète où il y aurait de l'exploration, des questionnements. C'est ouvert à la curiosité. Souvent dans le soin, on a besoin que les deux planètes coexistent. Et pour peut-être cette dimension du refus d'aide, là, on va vous inviter à aller sur la planète bêta aujourd'hui, la planète de l'exploration. Ce qu'on veut dire aussi par le fait qu'il y ait ces deux sens-là, c'est que de fait, ça vient questionner nos représentations. Qu'est-ce que c'est pour nous? Quel est notre rapport à l'aide, notre rapport aussi avec la relation d'aide? Quelles sont nos références? Et dans nos références, qu'est-ce qu'on concerne, on pense qui est bon pour l'autre? Et donc, venir aussi questionner ces représentations peut être intéressant. Et enfin, je vous ai mis une dernière question. Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé, ce n'est pas de moi, c'est un auteur qui a écrit ça, mais je suis désolée, je n'ai pas retrouvé son nom dans mes différents articles. Et il disait que le problème qui se pose à nous aujourd'hui par rapport à la question du refus d'aide en tant que professionnel de la relation d'aide, c'est bien cette question-là, que les personnes doivent vouloir l'aide, qu'on veut qu'elles veuillent, pour un problème qu'on dit qu'elles ont, et que parfois, elles dénient avoir. Alors, on va maintenant aborder le contexte relationnel déjà dans la recherche de consentement et le cadre réglementaire autour du consentement dans les soins. Donc, pour consentir, comme vient de le rappeler déjà dans le fait d'aider Océane, il faut être deux. Il faut une personne qui propose et une personne qui consent. C'est une situation qui va se jouer dans une relation, qui doit être une relation de confiance pour pouvoir créer les conditions d'un consentement qui soit un consentement plein. Dans le cadre de l'accompagnement et des soins, on a deux mondes qui coexistent, celui de la personne qui propose, le soignant au sens large. Donc, quel est le cadre réglementaire qui va s'imposer à moi en tant que soignant? Quel est mon devoir d'information vis-à-vis de la personne qui est en face de moi? Donc, pour ça, il va falloir se mettre en résonance émotionnelle et cognitive avec la personne à qui on va proposer quelque chose pour pouvoir lui délivrer une information qui soit ciblée, honnête, adaptée à ses capacités de compréhension et qui tienne compte aussi de ses difficultés éventuelles. Et puis, il y a le monde de la personne qui consent ou pas. Quel est son contexte émotionnel à elle? Quelles sont ses capacités de compréhension et de jugement? Et puis, quelle est sa temporalité propre? Pour ce qui concerne le cadre réglementaire qui s'impose aux soignants, il faut se rappeler que le droit de dire non, c'est une liberté fondamentale, mais qui doit coexister avec un devoir d'assistance. Alors, si on veut dresser un petit peu le cadre pour ça, il y a la loi du 4 mars 2002 déjà, en premier lieu, qu'on connaît aussi sous le nom de loi Kouchner. Et cette loi, elle a fait du droit des malades à refuser un soin ou un traitement ou une aide, une liberté fondamentale. Donc, cette loi, elle prévoit par ailleurs que le consentement libre et éclairé est obligatoire pour tout acte médical ou tout acte d'accompagnement. Le consentement peut être retiré à tout moment et le consentement éclairé implique que la personne ait reçu une information claire et adaptée à son niveau de compréhension. Ce devoir d'information, il incombe aux professionnels,
dans le cadre de ses compétences, bien entendu, et ce devoir d'information doit aborder les conséquences éventuelles pour la personne en cas de refus d'un acte proposé. Donc, seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer vont pouvoir nous dispenser de façon temporaire de ce devoir. Pour les personnes sous tutelle, c'est le tuteur qui est le récepteur de cette information, mais il ne faut pas perdre de vue que la personne reste en droit de recevoir elle-même une information et de participer aussi à la prise de décision qui la concerne sous une forme qui soit adaptée à ses facultés de compréhension et de discernement, encore une fois. Autrement dit, il appartient aux professionnels de faire en sorte que l'info délivrée soit accessible, soit compréhensible par la personne intéressée. Et enfin, en cas de litige, c'est au professionnel qu'il va appartenir d'apporter la preuve que l'information a bien été délivrée. Dans le cas où la personne n'ait pas la capacité de s'exprimer pour faire valoir ses souhaits, la loi de 2002, elle a aussi mis en place le dispositif de personne de confiance. Quand il y a une tutelle qui est en place, le dispositif de personne de confiance, il ne s'applique pas, sauf dans le cas où celle-ci aurait été désignée avant la mise en œuvre de la tutelle et que le tuteur confirme son rôle. Voilà, donc avec cette loi, on sort de la pratique soignante paternaliste, telle qu'on la connaissait auparavant, qui avait vraiment largement cours, pour donner maintenant aux patients un rôle central dans la prise des décisions qui le concernent. On pose aussi le fait que c'est aux professionnels que revient le devoir de mettre en place les conditions pour que la personne puisse donner un consentement en pleine connaissance de cause. Ensuite, il y a le Code de la santé publique, donc je vous ai mis l'article, L 1111-4, qui dit qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment, sauf évidemment, comme toujours, en cas de mise en danger grave et immédiate. En cas de trouble cognitif, qui viendrait altérer la capacité de discernement de la personne, une évaluation pluridisciplinaire est alors nécessaire. Ce qui est déterminant dans la notion de discernement, c'est le fait de s'assurer que la personne qui refuserait un soin ou un traitement, alors que ça va à l'encontre de son intérêt, soit bien en capacité de comprendre les conséquences de son refus. L'évaluation de la capacité de discernement, elle peut nécessiter d'une part un avis médical, mais aussi une implication des proches et dans tous les cas un temps de dialogue et de maturation. Le refus n'est pas nécessairement un trouble du comportement et la présence de troubles cognitifs n'implique pas obligatoirement non plus que la personne n'a plus sa capacité de discernement. Troisième point, le code de déontologie. Le code de déontologie, c'est ce qui va fixer le devoir d'intervention et d'assistance du professionnel. Les différents codes de déontologie, que ce soit pour les infirmiers, les médecins, etc., disent que le professionnel doit tout mettre en œuvre pour préserver la santé, la sécurité et la dignité de la personne, et que le professionnel en présence d'un malade ou d'un blessé en péril doit lui porter assistance et s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Voilà, donc au final, il faut trouver un juste équilibre entre le devoir du professionnel et la liberté de la personne. Et bien entendu, le respect de la liberté de refuser du patient ne signifie pas pour autant l'abandon. L'accompagnement et les soins apportés peuvent parfois être réorganisés autrement, arbitrés d'une autre façon. Alors, pour continuer, on va aborder la question un petit peu des représentations de la vieillesse et l'impact que ça peut avoir sur la relation entre le soignant et le soignant. Ce qu'il faut avoir en tête quand on accompagne une personne âgée, c'est qu'elle est dans une période de sa vie où il y a beaucoup de choses qui changent, qui ont déjà changé. Et tout ça, bien souvent, contre son gré, il faut bien le reconnaître, à commencer par la place qu'elle occupe et son image dans la société. En tout cas, la place et l'image que la société veut bien leur attribuer. Et dans notre société, le vieillissement, il est trop souvent associé à tout un imaginaire, un lexique négatif qui vont ramener à des idées de perte, à des idées de déchéance, d'incapacité, de régression, etc., etc. Je vous ramène au célèbre « La vieillesse est un naufrage » du général de Gaulle. Il faut bien comprendre que les personnes âgées qu'on va rencontrer ont tout à fait conscience de ça, de ce courant de pensée dominant dans la société. Et du coup, elles vont s'imaginer que globalement, à peu près tout le monde adopte ce point de vue-là. Elles vont penser que nous aussi, quand je dis nous, c'est nous les soignants habitués à accompagner les personnes âgées, on prend à notre compte cette vision qui veut que la vieillesse ne soit qu'un déclin, qu'une perte, et que la personne âgée n'est qu'une personne vulnérable et incapable de s'occuper d'elle-même. Et même si de notre côté, en tant que professionnels habitués à l'accompagnement et aux soins en gériatrie, on est mieux sensibilisés
à cette question de l'agisme, et donc on est moins susceptible d'avoir des a priori négatifs. Au premier abord, on va avoir du mal à faire admettre à la personne âgée l'idée qu'on puisse être de son côté, entre guillemets, qu'on la voit en tant qu'individu à part entière, sans discrimination liée à l'âge, et qu'on la voit comme une personne avec un vécu, avec une expérience à nous transmettre, quelque chose à nous apprendre. Donc du coup, on aura tout intérêt, en premier lieu, à montrer patte blanche, à prouver à cette personne qu'on la voit vraiment, qu'on la voit comme quelqu'un qui est notre égal et qui a des choses à nous apprendre sur la meilleure façon de l'accompagner et de lui apporter notre aide sans lui imposer notre vision. Donc, dans cette phase de leur vie, où bien souvent, les personnes vont avoir un sentiment de dépossession, de perte de contrôle sur leur propre existence, le fait d'opposer un refus, ça va être un moyen pour elles de s'affirmer en tant que personne, de prendre une forme de contrôle sur les événements qui vont s'imposer à elles. Dans l'esprit de la personne, le refus, ça n'a pas forcément une fonction négative, à savoir entrer dans le conflit avec nous ou simplement nous casser les pieds, mais au contraire, le refus a une fonction positive en venant la placer en position d'actrice, de décideuse et en affirmant la validité de ses souhaits, ses choix contre le reste du monde. Quelquefois, d'ailleurs, même si au fond, elle comprend que la proposition qu'on lui fait peut avoir un bien fondé, elle peut s'y opposer parce qu'elle sent que c'est une chose qui lui est imposée, dans laquelle elle n'a pas eu la latitude de choisir. Et enfin, il faut garder à l'esprit le fait que chacun de nous adopte des comportements, des habitudes de vie, des postures tout au long de notre vie, qui nous semblent être les stratégies les plus adaptées à ce moment précis pour affronter ce qu'on a à vivre à ce moment-là. En vieillissant, ces stratégies, elles deviennent quelquefois inadaptées, elles perdent leur efficience parce que notre situation a changé. Mais il peut être difficile de les remettre en cause. Et avec l'avancée en âge, ce genre de situation se produit fréquemment. La personne peut alors avoir du mal à reconnaître que ces comportements qui vont nous sembler à nous inadaptés en tant que professionnels, ces comportements sont devenus au mieux inutiles, au pire délétères pour elle. Et quand les troubles neurocognitifs entrent dans le tableau, ça vient encore compliquer un peu plus les choses, puisque les troubles cognitifs, ils vont modifier la capacité de la personne à appréhender son environnement, que ce soit un environnement humain et matériel, et ça va lui faire du coup envisager différemment les situations, les dangers éventuels, son aptitude à y faire face. Voilà. Mais ceci dit, les personnes qui souffrent de troubles cognitifs, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus jamais capables de faire les bons choix ou de prendre des décisions qui soient alignées avec leurs besoins et leurs aspirations. Je souriais tout à l'heure en t'écoutant parler de patte blanche parce que j'ai un exemple où justement ça s'est passé en réunion où justement je n'étais pas venue avec une patte blanche, j'étais venue imprégnée aussi de mes représentations. Alors on était en réunion avec les collègues et la chef de service et puis voilà, j'allais animer un groupe de parole. Donc j'avais animé un groupe et puis je faisais un petit peu la restitution et je disais bah voilà, il y avait 2 hommes, 3 femmes et 2 personnes âgées. Donc la chef de service voilà, m'a questionné des personnes âgées, mais c'est des hommes, des femmes. Donc voilà, c'était vraiment cette question autour de ma représentation que j'avais pu amener à ce moment-là. Donc la chef de service, de façon très bienveillante, voilà, avait pu à ce moment-là m'apprendre quelque chose, mais c'est aussi parfois dans la relation directement avec les personnes et on en apprend aussi tous les jours parce que ils viennent nous dire bah là quand même ce que vous dites ça pose question. Donc moi je vais vous parler donc des spécificités du refus chez la personne âgée. Donc sur cet article-là de Talpin et Racine, il parlait du vieillissement. Donc voilà, vous voyez selon ces différents domaines-là, en parlant de crise du vieillissement. Cette notion de crise qui est provoquée par des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux. La crise, elle nous intéresse bien en systémique parce que c'est la crise qui amène le changement, qui est initiatrice du changement. Et qui dit crise, qui dit changement, dit aussi de remettre au travail des enjeux psychiques, des questions aussi qui peuvent se réactualiser selon la nouvelle réalité.
Donc, par exemple, la question de la mort, du sens de la vie, qui peut aussi parfois montrer une certaine créativité selon les personnes, et aussi parfois des événements du passé qui n'ont pas été résolus, non élaborés, et qui peuvent aussi revenir à ce moment-là. J'ai une très mauvaise image qui me vient en disant ça, mais ça me fait penser quand j'étais enfant et que mon grand-père ne me voyait pas finir mon plat le midi. Alors il me disait, bah, si tu finis pas là, tu vas de nouveau l'avoir ce soir. Et c'est un petit peu cette question-là, c'est-à-dire que les choses qui n'ont pas été finies, qui n'ont pas été digérées, et ben, possiblement, elles peuvent revenir. Une très mauvaise image, mais Je comprends bien. c'est bien. Et donc aussi, c'est-à-dire aux différentes étapes de la vie et du coup à celle aussi de cette étape-là pour les personnes âgées, ça peut être la relecture aussi de son histoire qui peuvent aussi amener à de nouvelles transmissions. Donc, on va parler du vieillissement du corps qui amène la notion, en effet, on a parlé tout à l'heure de perte avec la réduction parfois de certaines activités, de l'autonomie et une préoccupation qui peut être centrée autour de la santé. Ces changements corporels et aussi fonctionnels, ils conduisent aussi à des modifications autour de l'image de soi, de l'enveloppe corporelle et donc de l'image de soi. Et donc, on va voir aussi comment le psychologique, du coup, va être impacté par ces changements corporels. Nous parlons aussi de vieillissement social. Alors là, il pensait plutôt au changement de statut dans la société. Alors, il parlait par exemple du passage à la retraite, donc du fait de la réorganisation du temps, de l'impact que ça peut être aussi économique. Mais il parlait aussi de la question de l'utilité. Quelle est la place, quel est le rôle, soit dans la société, mais aussi la place et le rôle dans la famille. Il y a aussi toute la question de la mobilité des déplacements, avec parfois du coup cette mobilité-là qui peut être impactée et comment est-ce que ça va venir ça jouer sur aussi les interactions sociales. C'est peut-être plus difficile d'aller voir son ami qui est dans une autre ville. Et puis également toute la question pour les personnes âgées, de la question des deuils, parce que soit le conjoint est décédé, soit aussi les amis sont décédés, donc aussi comment tout ce remaniement social va se faire, avec l'idée de vivre aussi avec l'absence des personnes qui ont compté. Concernant le vieillissement psychique, c'est plutôt la question de l'identité. Ils reviennent sur cette question-là. L'identité, ça va être toute la continuité entre la personne que l'on était, celui qu'on est aujourd'hui et celui qu'on pense devenir. Et donc, tout ça, ça va remettre au travail nos identifications. À qui est-ce qu'aussi on s'identifie? Quelles étaient nos représentations des personnes âgées, par exemple, quand on était enfant? Comment étaient les personnes âgées à ce moment-là? Est-ce qu'il y a aussi d'autres figures sociales qu'on a investies et auxquelles on peut s'identifier? Et puis, c'est aussi une période de vie où peut être fait un bilan de vie. Et le bilan de vie, selon notre idéal, l'idéal qu'on s'est construit, l'idéal qu'on s'est rêvé, et la réalité, parfois ce bilan, il peut être, la personne, elle peut vivre plutôt comme enrichie ou alors au contraire se sentir appauvrie. Concernant le vieillissement et la famille, donc je vous ai parlé un petit peu en effet de la place dans la famille. Alors, donc parfois des parents aussi deviennent grands-parents. Donc, quelle place vont-ils avoir comme grands-parents? Il y a un livre qui est fait par Jean-Paul Munier qui parle de l'enfant. Donc, il parle là du petit enfant comme trait d'union entre le parent et le grand-parent. Et que du coup, ce changement, ce remaniement-là des places vient aussi remanier les relations et parfois des relations qui ont pu être difficiles entre parents et enfants. Quand l'enfant devient lui-même parent, il y a peut-être des choses soit qui peuvent se résoudre, soit encore se complexifier. Dans le remaniement des liens, on parle aussi autour à la fois des relations qui sont complémentaires et symétriques. Alors ça,
quand l'enfant naît, au départ, il est dans une relation complémentaire avec son parent. C'est-à-dire que c'est l'adulte qui est pourvoyeur de soins, de protection, de répondre aux besoins, qui va décider aussi pour l'enfant, qui va être lui dans une place plutôt de dépendance. Donc, on va avoir une relation complémentaire. À l'adolescence, ça commence à se tendre, on arrive un peu en phase de négociation, et puis l'enfant devient adulte, et à ce moment-là, on est dans une relation symétrique, on vient à se parler d'adulte à adulte, c'est différent. Et puis, avec du coup l'arrivée du vieillissement en âge, ce qu'on peut revoir, c'est que de nouveau, on peut arriver à des relations qui sont complémentaires parce que l'enfant va être celui qui va finalement donner des soins aux parents qui, avant lui, a été pourvoyeur de soins. Et ce que je voulais parler par cette question-là de la complémentarité, c'est-à-dire que les personnes vieillissantes qui arrivent là dans une inversion des rôles, c'est-à-dire c'est son enfant qui commence à prendre soin de lui, il a déjà vécu des périodes de dépendance. Il a déjà connu ça lorsque il était enfant. Et selon comment est-ce qu'il a vécu cette période, comment c'était pour lui, comment est-ce que ça a été vécu pour lui d'être à la charge de quelqu'un, de compter sur quelqu'un pour répondre à ses besoins. Il y a des expériences qui ont été suffisamment bonnes et puis il y a d'autres expériences qui ont été plus douloureuses. Donc ça vient aussi imprégner quelque chose de ça. Également, je pensais aussi, donc quand les enfants deviennent aidants de leurs parents, des personnes vieillissantes, il y a la question aussi des fratries. Et selon, parfois on peut percevoir que dans certaines fratries, il y a un enfant qui préférentiellement va prendre plutôt la place d'aidant pour son parent. Ça, pareil, ça peut rejouer, de nouveau révéler soit des places qui avaient été assignées avant, venir exacerber aussi certaines rivalités. Alors ça, c'est pas une étude, c'était plutôt un formateur de son expérience qui nous l'avait dit. Lui, il avait constaté dans son expérience que parfois les enfants qui sont les dents privilégiés étaient aussi des enfants avec qui le lien était le plus fragile avec son parent. C'est ce qu'il a constaté dans son expérience. Et donc, le parent vieillissant, lui aussi, il peut observer la rivalité qui s'amplifie et peut aussi souffrir d'observer ces conflits-là entre ses enfants. Et je pensais à une personne que je rencontrais et qui aussi se questionnait autour de sa responsabilité. On disait bilan de vie, etc. Donc, il y a des personnes qui viennent relire aussi un petit peu leur histoire et confrontées à ces deux filles, la rivalité était un peu exacerbée. À ce moment-là, s'était dit comment est-ce que moi, en tant que parent, j'ai fait pour entretenir ce lien fraternel. Donc, parfois aussi, les personnes âgées peuvent aussi se sentir ressentir une certaine culpabilité par rapport à ces rivalités fraternelles. Également, là, c'était ce qui m'intéressait, c'était un petit peu échelle professionnelle. C'est-à-dire que là, on parle du coup des étapes de vie. À quelle étape de vie sont les personnes, mais nous aussi, on est à des étapes de vie et que ça ne va pas avoir les mêmes résonances. Selon moi, par exemple, je vais plutôt être dans une étape de vie jeune adulte, ça ne va pas résonner pareil. Selon quand moi je rencontre une personne âgée qui va plutôt être dans mon génogramme à la place de mes grands-parents et non de mes parents. Donc, il y a des enjeux aussi là relationnels qui sont différents et nous, on va se placer un petit peu différemment. Dans la relation, on va se jouer aussi des choses différentes. Et enfin, la dernière vignette, donc le vieillissement et la mort. Donc, c'est aussi tout le continuum qui existe du vécu des personnes face à la mort, avec des personnes qui peuvent être plutôt dans des postures de renoncement, d'autres dans de l'abandon paisible, mais d'autres plus révoltées, plus angoissées. Et ils parlent, ces auteurs, comment est-ce que ce vécu-là très singulier autour de la mort peut être aussi influencé par les réponses de l'environnement et aussi donc de la famille.
comment est-ce que si la famille va se sentir aussi très affectée par rapport à cette question de la mort, ou au contraire, va plutôt être dans quelque chose de contenir tous ces affects. Alors, voilà, on a abordé les spécificités du refus chez la personne âgée. On va passer maintenant à la phase de la compréhension du refus et pour commencer par l'analyse du refus. Donc, il y a plusieurs types de refus qui ne seront pas tous aussi importants les uns que les autres en fonction évidemment de l'impact réel qu'ils auront sur la vie de la personne, sur sa sécurité, son accompagnement, sa santé. Donc, parmi tout ça, on peut évoquer le refus de soins, un soin technique, un médicament, un examen médical, le refus d'aide, aide à la toilette, aide à l'habillage, à la préparation des repas, etc., etc. Et le refus de changement, alors, changement de lieu de vie, changement d'intervenant. Voilà. Pour rappel, j'aime bien toujours rappeler cette chose-là, le choix du lieu de vie reste la décision de la personne, quelle que soit l'altération de ses capacités cognitives, et y compris pour les personnes qui sont sous mesure de protection. Voilà. En cas de désaccord, si jamais il devait y en avoir un entre la personne et son représentant légal, je rappelle, c'est au juge des tutelles que revient la décision d'arbitrage. Et puis ensuite, le refus, il peut être de deux sortes aussi. Il peut être actif, facile à identifier, hein, parce qu'il est visible et assumé, ou bien passif, c'est-à-dire une personne qui ne montre pas spécialement de résistance ou qui ne verbalise pas un refus clair et direct, mais qui ne va pas réaliser ou adhérer à l'action proposée. Une attitude de repli sur soi, ça peut être une manifestation de refus passif. Et puis, certaines situations vont venir nous poser des pièges, en fait. Face à un choix, pour pouvoir prendre une décision, il faut quand même que les conditions soient réunies pour l'expression de notre volonté. Il ne peut pas y avoir de consentement sans liberté. On va développer l'idée de ce qu'on avait commencé à dire précédemment. Donc, les conditions déjà physiques et psychiques pour le consentement. Dans quelles conditions se trouve la personne que j'ai face à moi? Est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle est mal? Est-ce qu'elle m'entend correctement? Est-ce que ses capacités de compréhension, de jugement sont altérées? Notamment, est-ce que la personne a des capacités d'abstraction? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en capacité, dans sa tête, de se projeter par la pensée? Et puis, l'état émotionnel de la personne doit bien entendu être pris en compte. Il faut par exemple prendre garde à ce que j'appelle le consentement émotionnel, qui pourrait être arraché à la personne à la faveur de son bouleversement. Idem pour le consentement pour faire plaisir, qui ne reflète pas la volonté de la personne, mais simplement sa motivation à répondre à une attente, que ce soit une attente de sa famille, mais aussi d'un soignant qu'elle apprécie. Voilà. Par ailleurs, il y a plusieurs situations cliniques aussi liées à une problématique de santé qui peuvent venir interférer avec l'expression de la volonté de la personne. Quand quelqu'un présente un tableau confusionnel ou des idées délirantes, par exemple, ou quand elle a mal, quand elle est déprimée, etc., etc., tout ça, ça va venir altérer ses capacités. Dans les deux sens d'ailleurs. Quelquefois, la personne dont l'expression de la volonté est perturbée, elle peut accepter aussi des choses auxquelles elle se refuserait en temps normal. Ensuite, il y a les conditions environnementales. Est-ce que la personne est soumise à une influence? Est-ce qu'elle est sous l'influence d'un produit? Est-ce qu'elle est sous l'influence d'une personne? Mais aussi, quelle est sa temporalité propre à elle? Pour ce qui concerne les personnes âgées, on constate fréquemment qu'ils ont une temporalité plus ralentie que la nôtre. Ils n'ont pas la même perception du temps et la même perception de l'urgence surtout. Donc, réussir à percevoir toutes ces particularités, ça va nécessiter du côté du soignant ou de l'accompagnant de savoir se mettre, comme je disais tout à l'heure, en résonance cognitive et ou émotionnelle avec la personne qu'on accompagne. On parlait de latin tout à l'heure, là aussi, le verbe consentir, ça vient du latin consentire, qui signifie sentir, percevoir, penser, éprouver avec. Voilà. Donc, le consentement, il va être permis par l'ajustement de l'attitude et du discours du soignant ou de l'accompagnant à toutes les particularités de la personne qu'on a en face à nous. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas prendre un refus pour quelque chose de définitif et savoir le re-questionner quand ça semble pertinent. Donc, pour résumer, face à un refus, il faut réussir à l'analyser un petit peu, le décortiquer pour savoir dans quel cas de figure on se trouve et essayer d'identifier certains leviers sur lesquels on pourrait agir afin de favoriser l'adhésion de la personne. Je vais vous parler maintenant des différentes
comprendre en tout cas le refus chez la personne âgée selon des dimensions plutôt psychologiques. Donc là, je me suis basée sur un article de Moria. Alors, il nous parle des facteurs liés à la personne. Je vais commencer par vous parler de ces facteurs-là. Et donc, vous voyez, il y a la bulle, le refus pour exister, et la bulle, le refus pour disparaître. Si je commence par le refus pour exister, c'est cette idée du refus aussi pour préserver son identité. Tout à l'heure, Alexandra parlait du besoin de contrôle. En fait, on vient parler de ça. Le besoin de contrôle sur sa vie, sur son corps, sur sa santé, de garder une maîtrise des décisions qui concernent sa vie. Et ce, notamment dans des situations où la personne peut se sentir plus déshumanisée, étant davantage objet de soins. Donc, ça va davantage s'exprimer dans ces situations-là. Et ces situations, elles me faisaient penser à des phases développementales de séparation, individuation, on vit à plusieurs moments de notre vie. Donc, il y a chez le jeune enfant, on parle du terrible two. Il y a chez l'adolescent, où à ce moment-là, le non, le signe d'opposition, de provocation, en effet. Alors, il peut avoir pour but d'enquiquiner les parents, mais pas que. C'est vraiment une manifestation en fait de sa construction identitaire. En fait, c'est par aussi le non que va commencer à s'exprimer le jeu JE, dans le sens où je ne suis pas comme toi, je ne pense pas comme toi, parce que moi aussi, j'existe en tant que personne différenciée avec mes propres désirs. Et par rapport à cette question-là, le Comité consultatif national d'éthique, il nous rappelle cette notion d'autonomie et la définit comme la responsabilité du professionnel de rester à l'écoute des désirs et des valeurs de la personne dans la relation de soins. Concernant l'autre bulle, le refus pour disparaître, parfois, ça peut être aussi une manifestation d'un état d'abandon, de résignation face à la souffrance, à la maladie, le fait de rendre impossible aussi l'accompagnement peut être une expression, en tout cas d'une stratégie pour anticiper sa mort perçue comme imminente. Merci beaucoup. Donc ça peut être aussi du coup le signe d'une perte d'espoir et la croyance réelle ou erronée d'une impossibilité au changement. Également, on peut mettre dans cette bulle-là aussi des expériences négatives antérieures que les personnes ont pu avoir avec des systèmes de santé ou alors des lassitudes ressenties du fait d'être objet de soins. Et puis également ces croyances, c'est-à-dire qu'on développe tous dans nos expériences de vie des croyances sur le monde, le rapport aux autres, sur soi, en fonction de ce qu'on a vécu. Et donc, c'est normal que ces croyances, elles se retrouvent aussi dans quel est notre rapport à l'aide. Donc, en fonction de nos expériences d'aide et aussi en fonction de notre histoire d'attachement. Comment est-ce que j'ai fait l'expérience quand j'étais enfant de pouvoir compter sur un autre disponible et fiable? Et il y a des personnes qui ont des expériences très douloureuses et qui ont appris je ne peux faire confiance à personne. Donc cette croyance, elle va de nouveau s'exprimer dans la relation d'aide. J'avais un petit peu aussi la croyance contraire. Je pensais à des personnes, tout à l'heure tu parlais de refus passif, des personnes qui vont avoir la croyance sur elles-mêmes, ça va être je dois être parfaite. Je dois être parfaite, je dois plaire à tout le monde. Donc ça, c'est des personnes qui, dans le bureau, vont dire « Ah oui, c'est vraiment génial. » Alors, moi, en tant que professionnelle, ouais, j'ai bon boulot, c'est Anne. Et puis, en fait, quand elles sortent de nos bureaux, elles font absolument pas ce dont on a parlé. Mais parce que là, c'était plutôt de faire plaisir à l'autre, de rentrer dans le désir de l'autre, plutôt que quelque chose qui était inhérent à sa propre motivation.
Concernant les facteurs liés à la maladie, alors en effet, là, l'auteur évoque des sensations aussi d'inconfort ou des craintes, des peurs que les personnes peuvent avoir concernant certains traitements, certaines interventions, des craintes d'une douleur, des effets aussi indésirables d'un traitement. Donc ça peut être, on reviendra sur la posture, mais déjà questionner. Qu'est-ce que la personne sait? Qu'est-ce que la personne pense? Quelles sont ses représentations sur le soin ou l'aide qui lui est proposée? Parce qu'on peut aussi avoir accès à des pensées erronées. La maladie peut entraîner aussi parfois des troubles du jugement. Alors là, il pensait notamment à deux notions. Il pensait à l'anosognosie, qui est un trouble neurologique. Donc là, il y a en lien avec des lésions cérébrales qui va du coup empêcher la personne atteinte d'une pathologie ou d'un handicap de prendre conscience de sa condition. Il parlait également du déni donc comme mécanisme de protection où la personne, elle va refuser de reconnaître certains aspects d'une réalité. Tout simplement parce que pour le moment, elle se défend parce qu'elle perçoit que cette réalité pourrait être une menace pour son intégrité psychique. Donc, par exemple, ça peut être que le refus d'aide, il peut être aussi l'expression d'un déni d'une dépendance. Parce que cette dépendance, faire face à ses capacités qui diminuent, ça peut aussi réveiller chez la personne des affects dépressifs. Donc, c'est comment se protéger face à ça. Concernant l'information, alors il nous rappelle que parfois les personnes refusent parce qu'en fait elles ne comprennent pas. L'objectif, tu en as parlé aussi, du consentement libre et éclairé et de l'information qui va être au plus près de la possibilité des capacités de compréhension de la personne. Mais voilà, en effet, ça peut être un motif de refus parce qu'elle ne comprend pas, mais pas d'objectif ou d'utilité à ça. L'entourage, alors, il parlait des personnes qui parfois, en tout cas l'entourage qui peut être aussi, qui peuvent entraver certaines aides extérieures. Dans ma pratique, moi, ce que j'ai pu aussi observer, c'est l'entourage qui peut parfois vivre. Alors, c'est un mot que j'avais plutôt entendu lors de formations autour de la migration, mais je trouvais que c'était aussi intéressant de l'amener là, des états de déréliction. En disant que l'entourage peut aussi, en tout cas des personnes que j'ai pu accompagner, qui étaient aidantes auprès de leurs parents, pouvaient parfois vivre des états de déréliction, c'est-à-dire de se sentir abandonnés, privés de tout secours, abandonnés par les services publics, par l'État, et ce qui va causer une importante détresse psychique pour les aidants. Et enfin, l'inadéquation, ça va être plutôt l'inadéquation des réponses des services par rapport aux attentes ou alors au rythme de la personne concernée. Souvent, moi, je fais souvent le constat dans ma pratique, les personnes, elles viennent avec une demande et puis moi, je vais avoir une autre perception des besoins de la personne. Donc, moi, je vais leur dire, mais est-ce que finalement, on n'irait pas travailler sur ça? Et une fois, une personne m'avait donné une image que j'ai vraiment trouvée super. Elle disait, bah oui, bien évidemment que j'ai refusé. Je viens pour une pastèque et on m'offre un melon. Pas du tout ce que j'ai demandé. Donc, c'est comment est-ce qu'en effet, en fait, on s'accorde. Je pense que c'est l'accordage. Pareil. Et par rapport aussi aux institutions qui peuvent être en souffrance, qui peuvent être en effet parfois en difficulté pour répondre aux besoins des personnes. Et à un moment donné, où on parle aussi plutôt de problèmes là organisationnels et non de problèmes de refus des personnes. Et finalement, des fois, le refus des personnes, c'est aussi une réponse adaptative. C'est adapté à ce moment-là de refuser.
Alors, on va revenir au QR code. Je vous l'ai remis là pour ceux qui ne s'étaient pas connectés tout à l'heure. Vous êtes encore à temps de le faire. Et alors, c'est là où ça devient technique. On va arrêter le partage et repasculer sur l'autre onglet. Hop. Partager. Et on va partager l'onglet. Voilà. Et là, normalement, vous devez voir s'afficher le nuage de mots. Les collègues, vous pouvez me... Oui, on le voit, le nuage de mots, parfait. Donc, celui qui est en plus gros, en rouge, donc je pense qu'il était le noté le plus, c'est frustration. Ouais. Colère, déception, ouais. Incompréhension, qui sont plutôt des sentiments très désagréables, ce qu'on retrouve également dans la littérature. Déstabilisant. Ouais. La littérature pouvait parler d'échec, alors je crois que je l'ai vu apparaître, de culpabilité, d'insatisfaction, d'impuissance. Je ne sais pas si on voit ce mot impuissance, si impuissante. Ouais. D'agacement. Est-ce qu'il y a colère Ouais. qui reviendrait? Ça va avec. D'agressivité qui revient moins. Il n'y a pas l'agressivité qui est notée. C'est peut-être un sentiment, en effet, qu'on s'autorise moins à ressentir, mais qui peut être quand même présent. De découragement. La déception aussi. Ça va un peu avec la culpabilité. Je pense qu'on peut être déçu de soi-même, même c'est une situation de refus. En se disant, je ne suis pas arrivée, quoi. Ah si, incompréhension, agacement, il apparaît. Ouais. Et de culpabilité, tu l'as dit. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la présentation? Oui. Hop, on bascule. Merci beaucoup pour vos mots. C'était assez intéressant en effet de mettre ça en tout début de webinaire parce qu'avant qu'on fasse appel à votre sphère cognitive en vous parlant de théorie, c'était bien d'avoir l'émotion au tout départ. Donc on voit bien que les émotions que vous avez citées, c'est des choses que l'on retrouve dans la littérature. Moi, ce qui m'intéressait par rapport à cette question des émotions, c'est Moni El-Kaïm qui a développé la notion de résonance. C'est-à-dire, donc Moni El-Kaïm qui est pareil, un thérapeute familial et qui se pose, quand il ressent une émotion, il se pose deux questions. La première question, c'est à quoi ou à qui cette émotion me renvoie dans mon histoire. Donc là, qui serait plutôt quelque chose de mon intime, personnel. Et deuxième question, en quoi cette émotion est-elle utile pour la personne? Parce que l'émotion, elle nous appartient certes, mais elle est née dans une relation. Donc, elle a aussi, son hypothèse, c'est qu'elle a aussi une utilité pour l'autre. Et pour donner un exemple, c'est que souvent, les émotions peuvent avoir pour fonction de venir confirmer la carte du monde de la personne. La carte du monde, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu les croyances dont on se parlait, c'est notre rapport à soi, au monde, ce qu'on a appris, qui va être notre carte du monde. Et je crois quelque chose, je pense quelque chose, c'est mon filtre. Et finalement, on va venir vérifier ça. Et souvent, on va essayer de venir plutôt confirmer ce que je pense, ce que je crois. Donc, on va, et donc pour vous donner un exemple très concret, que ça soit peut-être plus clair, Moni El-Kaïm, il parle d'un exemple d'une femme voilà, qui était en salle d'attente et il l'accueille avec un peu de retard, 5-10 minutes. Elle arrive, elle est très, très agacée et elle est très désagréable face à lui. Donc lui, tout de suite, il se sent agacé et ce qu'il a envie de faire, c'est la rejeter. Il dit, oh, c'est bon, madame, si vous n'êtes pas contente, bon, bah, repartez. C'est la première fois qu'ils se rencontraient. Hein. Et puis, il va poser, plutôt lui, il va utiliser l'émotion en posant une question, une formulation inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que pourrait être l'inverse du rejet? Ça pourrait être l'accueil. Donc, il va lui poser la question, mais est-ce que vous vous êtes déjà senti accueilli dans votre vie? Et donc là, il y a quelque chose qui a pu déboucher sur une discussion en disant, mais en fait, c'est l'histoire de ma vie, je suis accueillie par personne. Donc, c'est quelque chose de cette émotion-là que je ressens, en quoi est-ce qu'elle peut être utile pour l'autre? Et tout à l'heure, on parlait des questions autour
de l'attachement, de ne faire confiance aussi à personne. C'est aussi le bon moyen de se protéger. Également, dans cette question des émotions, ce qui m'intéressait, c'était Basset, qui parle du sens du travail des professionnels. Alors là, des professionnels de la relation d'aide. Et quelle est la philosophie du travail? Qu'est-ce que je mets dans mon travail? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ce métier? Et souvent, on constate que l'engagement professionnel, à savoir le besoin de donner, de se sentir utile à l'autre, eh bien, ce sont aussi des qualités, des valeurs qui s'enracinent dans notre propre histoire, dans notre propre famille d'origine, en fonction de la place que l'on pouvait occuper. Et donc, en effet, d'être là dans une situation où on se sent être en échec, où on sent que notre mission de prendre soin là, on arrive à des limites, on se sent aussi impuissant, ça vient aussi questionner la philosophie de notre travail. Et en fait, on est face à une situation qui est contraire à ce pourquoi on a décidé de faire ce métier. C'est quand même très désagréable. Et puis, on peut se sentir aussi parfois remis en cause dans nos compétences. La question de paradoxe, les injonctions paradoxales, elles sont aussi beaucoup décrites en thérapie familiale. Pour vous donner un petit peu un exemple de qu'est-ce que c'est, ça veut dire que tout choix est insatisfaisant. Par exemple, c'est une mère, je ne vais pas dire une mère, un parent, sinon on est toujours contre les mères. Un parent qui offre à son enfant une cravate bleue et une cravate rouge. Et puis le lendemain, l'enfant, il met une cravate bleue. Il met la cravate bleue. Alors la mère va lui dire, bah, t'aimes pas la cravate rouge? C'est ça, une injonction paradoxale. Et donc, ça me faisait penser au paradoxe parce que, peut-être dans le paradoxe, entre à la fois, eh bien, on est mandaté par notre institution, par notre fiche de poste, on a une légitimité, une responsabilité à intervenir, mais la personne auprès de qui on est mandaté, bah, finalement, elle n'est pas d'accord. Et puis, il y a également, encore une fois, ce sens éthique dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'on est face à la vulnérabilité d'une personne, dont parfois il s'agit de protéger cette personne face à une liberté que nous, on perçoit qui risquerait de lui nuire. Et la prise en compte de son autonomie, de sa capacité à décider. Et de son respect, du respect de ses droits. Donc, on voit ici tous les paradoxes dans lesquels on peut être pris. Également quand même l'entourage, parce que l'entourage aussi vit ces paradoxes-là. Parfois, l'entourage, il peut aussi ne pas comprendre que les institutions aussi respectent le refus de leurs proches et à ce moment-là, ils ne comprennent pas cette décision du refus. Et puis, eux aussi vivent parfois ces mouvements contradictoires de leurs proches. Je pense à une situation où la fille était bien en difficulté face à la mère qui, à la fois, était dans beaucoup de plaintes qui lui étaient adressées et à la fois toutes les propositions, les conseils, les aides proposées étaient refusées. Donc, elle était à la fois dans une demande et un rejet. Et ça aussi, l'entourage vit ces mêmes paradoxes. Alors, là, pour le coup, on va on va essayer de vous apporter quelques outils puisqu'on est sur le volet de travail avec le refus, vous apporter quelques outils, quelques principes pour vous aider dans les situations où vous rencontrez des résistances, pour essayer d'assouplir une résistance. Et on dit bien assouplir et pas rompre la résistance, parce que l'idée, ça va être de passer d'une branche de bambou à un roseau, par exemple, et pas être dans un rapport de force avec une rupture. En tous les cas, il faut vraiment se garder de rentrer là-dedans, parce que vous savez bien que plus on va sur ce chemin-là, plus on va dans le mur et ça n'apporte rien de constructif. Pour ça, nous-mêmes, on doit faire preuve de flexibilité, de souplesse, parce que pour résister, il faut être deux. C'est une force qui s'applique contre une autre. Hein, c'est des principes de physique fondamentale. Si moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là, ça va permettre que je désamorce le phénomène de lutte.
Parmi ces outils que je propose, là, vous allez voir, je n'ai pas réinventé la roue, hein, soyons bien clairs. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les techniques d'entretien motivationnel. Moi, je me suis inspirée beaucoup de ça. C'est des outils que j'utilise personnellement assez souvent, pas forcément de manière très formelle, mais plutôt pour l'approche que ça apporte dans la relation. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a des croix qui ont disparu, peut-être. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont disparu. C'est pas grave. Déjà, il y a la situation particulière, mais très, très répandue, dans laquelle la personne qu'on a face à nous n'a pas été à l'initiative de notre intervention. Sur le papier, on part déjà assez mal quand c'est comme ça. Donc, pourtant, le simple fait d'avoir accepté la rencontre, mine de rien, accepté de nous parler, la met en réalité déjà dans une position de choix. Et d'ailleurs, on peut même la remercier pour ça en verbalisant le merci d'avoir accepté de me recevoir. Du coup, là, ça va être à nous ensuite de tenter de surfer sur cette vague-là en disant, par exemple, de quelle façon vous pourriez utiliser ma présence ou ma visite de façon qui soit utile pour vous, ou qu'est-ce qui vous ferait dire que vous n'avez pas perdu de temps avec moi cet après-midi. Et vous observez que pour ça, j'utilise des questions ouvertes pour inciter la personne à s'engager dans un dialogue. On parlait de l'adolescence tout à l'heure. Moi, par exemple, j'en ai un à la maison. Je connais très bien. Si je lui demande le soir, il arrive, il passe la porte, je lui demande est-ce que tu as passé une bonne journée, c'est oui, non, 3 secondes d'interaction grand max. Alors que si je lui demande raconte-moi ta journée, avec un peu de chance, il reste 5 minutes. Et après, il va dans sa chambre. Mais voilà, on est tous formatés là-dessus. Donc, essayez de garder des questions ouvertes pour essayer de créer un dialogue et créer une alliance. Voilà. Donc, ça nous demande de changer un petit peu nos habitudes de communication. En tant que professionnel auprès des personnes âgées, on est programmé à évoquer les problèmes. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui ne va pas. Or là, quand on veut encourager un changement et qu'on a affaire à une personne qui présente des résistances, on aura tout intérêt à passer du langage des problèmes au langage des solutions. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, c'est motiver la personne, on veut orienter son attention sur les choses positives en lien avec le changement et pas sur les choses négatives. Donc, on a tout intérêt à évoquer les bénéfices du changement sous la forme de présence de quelque chose et non d'absence de quelque chose. Un exemple concret, quelqu'un qui fait des chutes, qu'on aimerait voir utiliser un déambulateur, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va lui dire, le déambulateur va éviter que vous fassiez des chutes, ou plutôt, le déambulateur va vous permettre de garder votre équilibre et de vous déplacer en toute sécurité. Voilà, ça, c'est des exemples tout bêtes, mais qui peuvent paraître un peu simplistes, mais pourtant, dans la tête, ça change tout, vraiment. Inconsciemment, ça va changer le prisme au travers duquel on va regarder les choses. Encore une fois, les personnes âgées, elles ont besoin de personnes pour leur rappeler que le vieillissement s'accompagne de pertes. Et on l'a vu au début, c'est l'image quand même largement admise dans notre société. Et puis, force est de reconnaître que malheureusement, c'est souvent un petit peu vrai. Il y a quand même beaucoup de pertes avec le vieillissement. Donc, autant ne pas insister sur les côtés négatifs dans notre langage et plutôt s'habituer à parler en termes positifs. Et puis, on peut apprendre aussi à reformuler les craintes qu'exprime la personne, en essayant de les intégrer dans un récit qui soit positif, qui soit constructif, et puis qui tienne compte des priorités de la personne, de ses priorités à elle. Là aussi, le fait qu'on exprime à voix haute dans notre discours les craintes qu'elle va avoir, ça va permettre qu'elle sente qu'on accorde de la valeur à sa parole, qu'elle se sente considérée. La phrase qui tue, pour moi, c'est « je comprends bien votre point de vue, mais… » Parce que, non, en fait, on ne peut pas entièrement comprendre parce qu'on n'est pas dans sa tête. Et en plus, juste après ça, on tue le game avec le « mais » qui vient nier le bien fondé de son ressenti. Donc, un petit exemple là aussi. Vous êtes inquiète à l'idée d'avoir une aide à domicile. Pourtant, si ça vous permet de continuer à cuisiner, ça pourrait être une chouette étape, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites, voilà. Et ouvrir le discours sur le dialogue, sur le qu'est-ce que vous en dites. Ou bien vous êtes inquiète à l'idée d'avoir quelqu'un qui vienne chez vous pour vous aider au ménage. Qu'est-ce qui pourrait vous faire vous sentir plus à l'aise avec cette nouvelle habitude? Et ensuite, un principe quand on a affaire à une personne qui présente de la résistance, c'est de choisir ses batailles. Déjà en situation favorable, de toute façon, on aura intérêt à prioriser nos actions, ne serait-ce que pour respecter la temporalité de la personne, ne pas la bousculer. Et alors en situation de résistance, c'est encore plus important, il faut choisir l'action prioritaire, valoriser les petits pas, les petits progrès pour renforcer la confiance et l'engagement de la personne. Parce qu'un changement trop brutal, trop important, ça risque
de la décourager, et c'est ce qu'on veut absolument éviter. Et de notre côté, on va devoir se mettre dans une démarche de progression, dans ce qu'on va proposer et dans la taille de l'effort qu'on va demander à la personne de réaliser. Parce qu'une des choses à ne pas oublier, je pense que l'idée, elle se dégage quand même de tout ce qu'on vient de dire, c'est que si la personne émet une résistance, encore une fois, ce n'est pas pour nous casser les pieds. Comme on disait tout à l'heure, c'est parce qu'on vient toucher quelque chose pour elle qui, en tout cas jusqu'à présent, avait une excellente raison d'être comme ça. Voilà. Et qu'elle a beaucoup de mal à se projeter dans un inconnu où les choses seraient un peu différentes et qui pourrait quand même lui convenir. Donc, elle va avoir besoin de nous, en fait, pour lui faire voir ce qu'elle aurait à gagner en changeant les choses, lui faire envisager une autre réalité possible et souhaitable de son point de vue. Dans ce genre de situation, un autre petit point sur lequel j'aime bien à chaque fois revenir, c'est l'importance de connaître l'histoire de vie de la personne qu'on a face à nous. Parce que si on prend le temps initialement de s'intéresser un petit peu à quel a été son parcours de vie, ça nous aura permis d'identifier tout au long de son histoire des épisodes antérieurs où elle a su s'adapter, où elle a su changer. On va pouvoir le lui rappeler et ça va la reconnecter à ses ressources. On va pouvoir lui rappeler que oui, elle a déjà connu des situations exigeantes et que oui, elle a déjà trouvé aussi les ressources pour les dépasser. Voilà. Ensuite, c'est à toi. Oui. Voilà. Une très belle transition, puisqu'on va parler en effet de l'histoire de la personne, dans explorer le sens. Mais juste avant, sur la question en effet des ressources, des compétences de la personne, une question que j'aime bien poser, une question ouverte, mais c'est comment est-ce que vous avez fait? Et donc, directement, on amène en effet sur la question des ressources plutôt que focaliser sur les difficultés. Donc, la question en effet d'explorer le sens, donc c'est la question du pourquoi. C'est un petit peu, tout à l'heure, je vous parlais de la planète Bêta, où on vient finalement, c'est un peu la planète de l'inattendu. C'est la planète de la curiosité, où on vient explorer sans savoir trop ce qu'on va y trouver. Et c'est un petit peu cette question-là, le pourquoi, où on vient faire souvent un travail aussi d'hypothèse. Ça, on le fait aussi souvent en équipe. Et rien que déjà faire ce travail d'hypothèse, de faire la démarche de penser qu'il peut y avoir un sens. Faire cette démarche-là, même si on n'a pas accès aux informations, ça permet que déjà, il se passe quelque chose dans la relation à l'autre. Et ça peut déjà ouvrir certaines portes. J'avais écouté en congrès, c'était une psychiatre, je crois. Elle s'appelle Geneviève Desmours. Et elle avait cité vraiment deux exemples que j'ai bien gardés en mémoire. Elle avait eu la chance dans son équipe d'avoir l'entourage des proches de la personne qui avait bien apporté, qui, en tout cas, les informations qu'ils ont apportées ont bien été précieuses à la compréhension des comportements de cet homme-là. Donc, c'était un homme, il était, je crois, dans une unité protégée, j'ai perdu un petit peu les détails. Le problème qui se posait à l'équipe, c'est qu'il rentrait dans n'importe quelle chambre et qu'il venait soulever les draps. Et il faisait ça de façon très répétée, ce qui, en effet, a posé question aux autres résidents et puis aussi aux professionnels. Il y avait encore quelqu'un de l'entourage de cet homme-là qui est venu raconter quelques éléments d'histoire et il a rapporté à l'équipe que cet homme, quand il était enfant, donc on était en période de guerre, et en fait, il a été sur le champ après une bataille avec son père à la recherche de son frère aîné et il relevait chaque drap des personnes décédées sur le champ de bataille à la recherche de son frère. Et donc, c'était là un comportement qui avait été de nouveau révélé par l'apparition de la maladie. Comment est-ce que le trauma était venu se manifester à ce moment-là? Donc, c'est comment la question aussi du coup du regard sur l'autre, du regard sur ses comportements.
Également, elle évoquait une autre situation d'une femme pour qui le moment des soins du corps, de la toilette était très, très difficile à manifester de l'agressivité. C'était vraiment très compliqué pour les aides-soignantes. Et ils avaient eu l'information que cette personne, elle avait vécu dans son histoire des violences sexuelles. Et en effet, quand le professionnel venait et lui disait, mais ne bougez pas, madame, je ne vais pas vous faire du mal, mais en fait, ça venait faire flamber et activer complètement la personne. Donc, Geneviève Desmours venait rappeler, voilà, de proposer en tout cas plutôt la formulation suivante, madame, je suis aide-soignante, je viens vous faire les soins. Ça, c'est des choses qu'on utilise beaucoup auprès des personnes qui ont pu vivre des événements traumatiques. Et le traumatisme, c'est le fait que le passé est encore présent. Il y a une confusion dans les temps. Et des techniques d'ancrage qu'on utilise avec les personnes, c'est déjà les ramener dans le présent. Je suis Océane, nous sommes le 26 novembre, le 25 novembre, je ne sais plus quel jour on est, je viens travailler ça avec vous, enfin voilà, de ramener dans le présent. Ça, c'est bien sûr si on a la chance d'avoir l'entourage de la personne disponible et qui peuvent du coup nous apporter des informations précieuses. Et quand on l'a pas, quand même, de faire ce travail d'hypothèse et puis de faire ce travail aussi d'hypothèse avec les personnes a beaucoup de sens. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est une généralisation. Parce que déjà, on vient enlever de la honte. Une généralisation, c'est, et vous savez, je rencontre beaucoup de personnes qui vivent cette situation-là. Est-ce que pour vous, ça pourrait être la même chose? Et ah ben, on n'est pas seul à vivre ça, on se sent moins honteux, et donc ça peut être davantage possible d'en discuter. Et si je me suis trompée d'hypothèse et que j'ai fait un flop, bah, la personne va quand même amener l'information. Bah non, pour moi, c'est pas ça, ça serait plutôt ça. Concernant les soins, le soin relationnel, c'est le fait d'accepter qu'en effet, peut-être à ce temps-là, l'intervention sur des soins techniques, elle ne va pas pouvoir se faire là tout de suite maintenant. Mais il y a toujours la possibilité du soin relationnel. Être à l'écoute de la personne, connaître ses habitudes, explorer son histoire, prendre de l'information grâce à l'entourage. Tout ça, ça va être important de connaître aussi ces directives. En fait, ça va venir de chercher l'interaction d'adulte à adulte. Et finalement, ce qu'on pourrait penser au début comme une perte de temps va nous permettre d'en gagner dans l'accompagnement. Et dans ces moments-là, où en effet, on ne fait peut-être pas du soin technique, mais on ne fait pas rien. Et c'est vrai que c'est difficile dans quelque chose autour d'une société. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'acte. Mais voilà, qu'est-ce qu'il en est du coup de ce soin relationnel, de soutenir cet étayage relationnel et affectif avec l'idée que ce temps-là peut permettre à un moment donné aussi l'acceptation de l'aide et du soutien. Et il y a Oslos, pareil, un autre thérapeute qui disait une phrase, moi qui me parle beaucoup, parce qu'il dit, lui, qu'il n'y a pas de patients résistants, il n'y a que des thérapeutes trop pressés. Et donc ça me parle bien sur l'impatience. Et donc, il ramène en fait le temps comme processus de changement, le temps de la relation et ce besoin en fait d'apprivoisement. Et enfin, la boucle du don. La boucle du don, c'est cette éthique relationnelle. L'éthique relationnelle, c'est le souci de l'autre, c'est la solidarité. C'est ce qui fait qu'on est humain, c'est la façon dont on compte et dont on va s'appuyer les uns sur les autres. Et ça nous amène donc à la boucle du don. Ça, c'est un anthropologue Mauss qui en a parlé en 1924, donc ça date déjà, et qui nous parlait de 3 facteurs dans la boucle du don. Ça va être de donner, recevoir et rendre. Comment est-ce que je demande l'aide, comment est-ce que j'accepte l'aide et comment est-ce que je vais pouvoir faire un contre-don au don qui m'a été donné. Et cette boucle, je trouve qu'elle est intéressante parce que ça veut dire que lorsque l'on donne, on oblige quelque part l'autre. Donner oblige l'autre, le met dans une posture d'être en dette.
Et lorsqu'en effet, c'est des personnes qui viennent souvent rappeler, mais je me sens inutile, moi, je ne peux plus donner. Le fait toujours d'accepter de recevoir, ça peut être difficile parce qu'on peut se sentir en dette. Donc, je trouvais ça intéressant de se le remettre aussi en tête. Et cette question, mais comment est-ce qu'on peut permettre aussi à l'autre de nous donner? Tout à l'heure, je crois que tu utilisais merci d'avoir accepté de me recevoir. Ça, c'est quelque chose où on vient reconnaître le don et nous refaire aussi un don. Ça peut être merci de m'avoir fait confiance. Et moi, j'aime beaucoup lorsqu'on on se dit au revoir à des personnes que j'ai pu accompagner, c'est essayer de leur restituer, mais qu'est-ce qu'ils ont pu m'apprendre, moi, voilà, comme professionnel, comme mon devenir thérapeute, qu'est-ce que j'ai aussi pris de la relation avec eux. Et je trouve que c'est un chouette contre-don à donner par rapport au don qui nous a été fait. Et on sait donc que l'aide, elle est plus facilement acceptée quand elle est perçue comme donnée dans une relation symétrique, quand voire affective dans quelque chose, tu comptes pour moi. Des fois, un petit peu les personnes qui viennent nous interroger là-dessus. La suivante. Oui, voilà. Alors là, je vous présente un diaporama qui n'est pas de moi, c'est de Madame Gaucher qui nous parlait en entretien, sensibilisation de l'entretien motivationnel du cercle de Prochaska et Dick Clement. Je vous ai mis ce cercle-là parce que, alors déjà, ça me faisait penser à ce qu'on disait en formation, vous êtes des professionnels de la motivation, avec l'idée que finalement, face aussi des personnes qui n'y croient plus ou qui ne pensent plus qu'il y a un changement qui est possible, que du coup, ça va être aussi à nous d'être professionnels de la motivation et de faire naître un espoir. Et donc, c'est à ce moment-là, quand il n'y a pas de demande, comment est-ce que nous, en fait, on va s'engager relationnellement en faisant des propositions aussi de soins. Dans l'entretien motivationnel et rappeler quelque chose autour de la posture du professionnel qui va être plutôt dans une approche collaborative, c'est-à-dire que la personne, elle est un partenaire. Et donc, il nous alerte contre l'écueil d'éviter de vouloir convaincre. On en a un petit peu parlé tout à l'heure parce que dans le mot convaincre, il y a vaincre. Et donc, on est dans le risque du bras de fer et cela peut augmenter le refus. Donc, le changement, il viendra toujours de la personne. Donc, on disait déjà venir explorer ses valeurs, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui est important pour elle, peut-être la priorité pour elle, ses ressources, ses raisons propres qui vont être peut-être différentes de notre perception. Et par rapport justement à la question de l'autonomie de la personne, ça peut être s'il y a plusieurs besoins, mais quel va être le besoin le plus important là maintenant pour la personne. C'est peut-être pas celui qu'on aurait eu en tête. Donc, cette roue du changement de ces deux auteurs-là, moi, je vais plutôt m'arrêter, faire un focus par rapport à des outils sur la précontemplation. Puisque nous, quand on est dans le refus d'aide, on est à ce moment-là, dans la précontemplation. Pour vous refaire juste un petit tour de façon très rapide et globale sur les différentes étapes, la précontemplation, c'est l'étape de l'indifférence. La personne a dit « mais quel problème ?» Le problème, il n'est pas perçu par elle, souvent il est plutôt perçu par l'entourage qui va exercer une pression au changement. Sur l'étape de la contemplation, c'est le moment où on voit l'ambivalence. C'est-à-dire la personne dit « bah oui, j'ai un problème, il faudrait faire quelque chose, mais… » On revient un petit peu au mais c'est difficile, mais je ne suis pas prêt, mais il y a encore ce frein-là, cette difficulté-là. Donc là, on serait plutôt en contemplation. Quand on arrive à l'étape de la détermination, c'est que la personne, elle a pris une décision. J'arrête dès que je peux. L'étape de l'action, il va y avoir j'agis. On va avoir toute la question autour du maintien. Voilà, il faut tenir bon, continuer à intégrer ces changements dans nos habitudes et rester vigilant. Et puis, il y a aussi toute la question des rechutes. Comment faire cette fois avec l'idée qu'on ne repart pas de zéro, parce qu'on a déjà appris de toute cette boucle-là.
Et donc, si on s'arrête et qu'on fait un focus sur la précontemplation, donc vous voyez, ils disent faire naître le doute, donner des infos, DFD, je vais vous dire ce que c'est, et instaurer la confiance. Donc, instaurer la confiance, on reparle de créer un climat de sécurité. C'est le moment où on vient s'apprivoiser l'un avec l'autre, avec la question que souvent, nous, on a l'idée, on vient observer les personnes et les personnes, elles nous observent aussi. C'est vraiment quelque chose de relationnel et de systémique. Dans la question de DFD, alors, c'est demander, fournir, demander. Il va y avoir ces 3 étapes-là. Demander, c'est demander avec des questions ouvertes, mais qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'est-ce que les personnes savent de ce sujet? Ça va être des questionnements avec des questions genre, comment savez-vous cela? Quand cela vous est-il déjà arrivé? Où est-ce que vous avez appris ça? Avec qui cela arrive? Comment est-ce que ça se déroulait? Qui peuvent parfois faire apparaître des croyances erronées et qui peuvent faire naître le doute chez la personne grâce à ces questions ouvertes. On utilise les reformulations. Si j'ai bien compris, vous me dites cela. Donc, DFD, c'est demander, fournir. Fournir, on va demander la permission d'apporter l'information. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je puisse partager avec vous des informations? Demander l'accord, c'est déjà redonner du contrôle. On venait dire que les personnes, elles sont en perte de contrôle. Donc, tout ce qu'on peut faire et par nos questions qui permettent de donner du contrôle, on n'hésite pas. Et si dans les informations que l'on a apportées, eh bien, encore une fois, c'est intéressant, si on a plusieurs propositions à faire, de les donner à la personne, parce que donner plusieurs informations plutôt qu'une seule, encore une fois, ça permet à ce que la personne puisse décider ce qui lui parle le plus et ça va permettre un peu plus son engagement, ça donne du choix et donc des libertés. Et donc, DFD, demander, fournir, demander, ça va être demander ensuite à la personne ce qu'elle en pense. On vient un peu réévaluer quel a été l'effet de notre action. Et enfin, le dernier outil que je vous propose, donc c'est Maker et Maker Poké, donc qui serait plutôt, voilà, je l'ai trouvé intéressant parce que ça reprenait plusieurs notions dont on vous a parlé aujourd'hui, avec du coup ce moyen mnémotechnique, cœur pour communication, objectif de soins, empathie, utilisation du temps, réassurance et sécurité. Donc, vous allez retrouver dans ces différentes notions, voilà, des propositions autour des postures. Donc, voilà, sur la communication, comment être dans une communication adaptée et claire, avec une tournure positive. Dans l'objectif de soins donc à définir entre la personne concernée, les professionnels, les proches aidants, la posture empathique, l'utilisation du temps. Ça, on en a un petit peu parlé en effet, le temps qui est central dans le refus de soins et parfois il peut être utile de choisir le bon moment. Le bon moment, mais aussi le bon moment dans la journée, par exemple. Peut-être y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour proposer le soin, quitte à le reporter parce que ça peut réduire le stress de la personne. Également, dans les réassurances, ça va être tout ce qui va être instauré autour d'une routine parce que ça donne des repères, que ça donne un sentiment de sécurité. Et puis, comment est-ce que peut-être y a-t-il des choses qui peuvent être modifiées dans l'environnement de la personne, des choses, par exemple, autour de la luminosité, des bruits, tout ce qui peut venir favoriser autour d'une sécurité de cet environnement-là. Et enfin, et terminer là-dessus, autour de la sécurité. Et quelle est la sécurité en effet du professionnel? Comment le professionnel peut-il aussi, lui, se sentir un peu plus confortable? Parce que dans la relation d'aide, le professionnel, il va
être une base de sécurité pour la personne. Et pour être une base de sécurité, il faut soi-même être sécurisé. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin, moi d'abord, pour augmenter un petit peu plus mon confort? Donc, vraiment, c'est cette question-là qui me semble important à se poser, avec l'idée que comment est-ce que aussi je me sens soutenue par mon équipe pluridisciplinaire. On a parlé aussi de tout le travail en réseau, parce que c'est ce qui va d'abord constituer notre base de sécurité pour que nous, ensuite, on puisse être une base de sécurité pour les personnes. Voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup déjà pour votre attention. On espère que ça vous a permis d'avoir des clés de compréhension et puis que ça vous aura donné 2-3 pistes dans vos pratiques de tous les jours. On va passer aux questions. Partez pas tout de suite, si vous en avez en tout cas. Par contre, je vais arrêter le partage. Hop. Et on va aller sur la conversation. Alors, la trame de la présentation. Il y a quelqu'un qui pose une question très concrète, très pratique sur la trame de la présentation. Est-ce que c'est possible de la communiquer? Oui, c'est possible de la communiquer par mail. Je ne sais pas comment tu fais d'habitude. Ouais, c'est ça, par mail sur demande? Ouais. Ok, donc il faut demander à Pamela par mail et il n'y aura pas de souci. Sur le mail secrétariat. Sur le mail du secrétariat, mais c'est quoi le mail du secrétariat, l'adresse? secrétariat@dac.fr. Ok, donc secrétariat@dac74.fr. Et oui, c'était un webinaire, vous avez remarqué, un petit peu plus long que d'habitude, mais parce que le sujet ne supportait pas plus court. Ou alors, il aurait fallu en faire 2. Ouais, du coup, il n'y a pas de questions, mais je pense que voilà, vous êtes tous bien pressés et on le comprend très bien, il n'y a pas de souci. Si jamais d'autres questions vous viennent à la suite, de toute façon, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. On tâchera d'y répondre, Océane et moi, en collaboration, si jamais on a besoin de l'une de l'autre pour répondre. Voilà. Peut-être on va quitter, ça fait un peu. Le replay sera. Oui, le replay, de toute façon, sera disponible d'ici une dizaine de jours sur le site du DAC. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de quitter bien la conversation, enfin le lien visio pour que l'enregistrement se fasse correctement. Voilà. Bon. Ok. Merci à tout le monde et puis bon après-midi et à bientôt pour des prochains sujets.